Et vous avez parlé de cette fameuse période années 50 jusqu'au début des années 70, où le capital a payé. Voilà. Est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui des éléments de contexte similaires par rapport à ce qu'on a vécu à l'époque? Parce qu'on a compris que c'était un contexte très particulier, à la fois au niveau interne et au niveau de géopolitique internationale. Est-ce qu'ici, on pourrait retrouver des éléments similaires, notamment dans les différentes luttes qui se mettent en place dans différents secteurs? Merci. Il y a une question là, oui. Oui, c'est vous, monsieur. En blanc. Oui. Il y a une question maintenant pour monsieur Mallet, c'est ça? Vous avez parlé du plan de relance en Belgique. J'aimerais quand même votre avis sur la répartition de 5,9 milliards entre les différentes entités du pays. Et selon vous, est-ce qu'il y a vraiment des vrais gagnants et des vrais perdants? Vous voulez dire entre les gagnants-perdants au niveau communautaire oui. Oui. Ouais. D'abord, un grand merci pour vos interventions. Je ne sais pas si c'est le fait de revenir en physique, mais mon cerveau est vraiment en ébullition. J'ai une question pour Damien. Quelle comparaison on peut faire avec les obligations de réforme qui avaient été prévues par l'Union européenne dans le cadre du MES, par exemple, avec, ou du sauvetage de la Grèce, par exemple, avec toutes les conditionnalités qu'il y a par rapport aux réformes structurelles pour pouvoir bénéficier des prêts par rapport au plan actuel? J'ai entendu des trucs contradictoires là-dessus. On disait qu'à la fois c'était sans conditionnalité et qu'à la fois, il fallait quand même qu'il y avait des incitants à suivre quand même l'agenda de la Commission. Et je voulais savoir, par comparaison avec les obligations qu'on a pu connaître par le passé, comment est-ce qu'on peut évaluer les incitations ou les obligations actuelles? Ok, mais je vais repasser. Oui, il y a encore une question là. Moi j'ai une question à Aline. J'aimerais que tu essayes de nous expliquer précisément. Quand la Belgique doit rembourser un emprunt et puis elle fait un nouvel emprunt. Même question d'ailleurs pour l'Union européenne. Est-ce que c'est vraiment des investisseurs privés qui vont prêter l'argent? Parce que tu as surtout axé sur la question de la confiance. On ne prête que si on est sûr qu'on s'adresse à un État qui va pouvoir rembourser. Et donc ma question c'est, on parle souvent du fait que l'Union européenne crée de l'argent. Est-ce que c'est vraiment de la création d'argent ou bien est-ce que c'est toujours des emprunts pour lesquels il y a des investisseurs et des capitalistes qui prêtent? Merci. Si vous voulez ajouter quelque chose, allez-y, mais pour ne pas charger trop la barque dans le premier tour. Ah oui, d'accord. Mais simplement, comment se déroule en fait la négociation de la construction de ce plan de l'Union européenne? Comment ça se passe, entre guillemets, les coulisses, mais quels sont les mécanismes qu'il y a là derrière, puisqu'on est hors cadre du budget, donc est-ce que c'est quoi, Commission, par une Conseil européen, mais bon, ça c'est plutôt les chefs d'État et de gouvernement. Là, comment ça se construit et qui sont les acteurs extérieurs à ces politiques qui interviennent en fait dans ce schéma? Très bien, merci pour vos premières questions. Je vais proposer à chacun de répondre un peu à ce qu'il veut, en fonction de ce qu'il peut aussi. On va peut-être, je ne sais pas qui veut commencer. On inverse l'ordre. Tu te sens on peut inverser l'ordre. Je rends la parole à Aline. Ouais. Voilà. Je vais répondre à la question posée par Michel. Alors, qui sont les investisseurs qui achètent la dette? Eh bien, c'est des gros investisseurs institutionnels qui vont être des banques. Les banques étant les organismes qui placent la dette sur les marchés financiers, mais ça va être des fonds d'investissement divers, ça va être des sociétés d'assurance, ça va être des entreprises aussi qui ont énormément de cash à placer. Donc ce n'est pas des particuliers directement qui vont acheter la dette ou seulement une toute petite partie. C'est principalement ce qu'on appelle les gros investisseurs institutionnels qui donc rassemblent de l'argent, de l'épargne de plein de personnes différentes, mais également qui ont des excédents qu'ils souhaitent placer.
Et parmi les très très gros investisseurs, on a les sociétés d'assurance, ça fait partie des plus gros investisseurs sur les marchés. Il y a aussi, alors ça je ne sais pas dans quelle mesure les fonds souverains, donc ça c'est de l'argent public qui est placé sur les marchés financiers pour les États qui ont des excédents, par exemple les États pétroliers. Je ne sais pas dans quelle mesure ils en achètent, mais bon. Donc ça va être ces investisseurs-là qui vont l'acheter. Mais il y a des incitations à l'achat de ces titres-là, au sens où quand la Banque Centrale Européenne, par exemple, fait des créations monétaires massives, comme ça a été cité par Damien, donc les 1350 milliards qui ont été injectés par la Banque Centrale Européenne au début de la crise Covid, en fait, c'est comme les bases de la loi de l'offre et de la demande, en fait. Il y avait en février les marchés qui se pétaient la gueule, vraiment très fort. Et donc, le fait d'avoir la Banque centrale qui dit « Moi, je peux vous racheter les titres financiers que vous avez dans vos bilans, les banques. Je vous les rachète. » Donc, elle crée de la monnaie. Avec cette monnaie-là, elle rachète des titres financiers. Donc, elle libère les titres financiers des bilans des banques. En échange de quoi, elle leur file des financements. Et en fait, ça soutient la demande en titres financiers. Et c'est ça qui a permis que ça ne se casse pas la figure. Que les bourses ne se cassent pas la figure, que les investisseurs de tout poil maintiennent leur position et que tout ce système continue à tourner et à générer des bénéfices importants malgré la situation. Alors bien sûr, il y a eu tout le reste aussi, hein, toutes les mesures de soutien, toutes les mesures qui font que en gros, il n'y a pas eu de pertes colossales pour l'instant qui ont été enregistrées dans les entreprises et puis dans l'emploi, etc. Donc, du coup, il y a une circulation de ces titres. C'est-à-dire qu'au départ, en première émission, ça va être des investisseurs institutionnels privés. Et puis, in fine, il y en a une partie importante qui se retrouve dans le bilan de la Banque Centrale Européenne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des débats sur est-ce qu'on ne pourrait pas annuler la dette des États qui se trouve dans le bilan de la Banque Centrale, puisque pour la Banque Centrale, ça ne change rien. Voilà. Mais au départ, la Banque Centrale ne va pas acheter directement les dettes, elle ne peut pas. Techniquement, je veux dire. Voilà, je pense que ça répondait à la question. Je vais m'arrêter là pour l'instant, si ça vous va. Je vais bien reprendre la parole après. Olivier, alors, qui gagne? Bruxelles, Liège? Ça, je lui laisse parce qu'il connaît mieux. Je pense que c'est équitable. Mais... est-ce qu'on est dans un contexte similaire à celui des années 1945-1975? Je pense que non. Donc, les 4 gros facteurs qui ont fait qu'après la guerre mondiale, on est entré dans 30 ans de social-démocratie, les 30 glorieuses, etc. Il y avait d'abord l'existence d'une utopie socialiste qui existait à l'Est et qui faisait très peur au patronat ici et qui enchantait toute une partie du mouvement ouvrier. C'était l'époque où on ne connaissait pas encore trop bien les goulags, hein, par ailleurs. Et donc, ça attirait vraiment beaucoup de monde. Et par ailleurs, l'URSS venait de gagner la guerre contre l'Allemagne. Et à l'époque, dans les sondages d'opinion, 87% des gens attribuaient la victoire à l'URSS, alors qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à l'attribuer aux États-Unis. Ce point-là n'existe plus. Deuxième chose, on était dans une phase de reconstruction du pays, d'une sorte d'union nationale, mais où les travailleurs, les gens communs, avaient encore des fusils de la guerre. Et la résistance ne rigolait pas. Et donc, il a même fallu désarmer un peu de force les anciens résistants. Ce type de situation où le peuple fait peur aux élites n'existe plus tellement. Un troisième élément était la présence de syndicats extrêmement puissants au sortir de la guerre, et notamment dopés par le réel communiste qui avait, parce que la CSC, l'ancêtre de la FGTB, avait fui en Angleterre, il ne restait plus que les communistes en Belgique pour organiser la résistance. Et du coup, au sortir de la guerre, ils ont une très grande puissance dans les syndicats. Ce qui les rendait beaucoup plus combatifs et en rendait le nombre de grèves beaucoup plus important. Ça n'existe plus tellement des syndicats très combatifs. Hein. Même quand aujourd'hui on voit, il y a une loi qui bloque les salaires, qui gèle les salaires pendant 2 ans, il n'y a pas eu de mobilisation outre mesure. Et je pense que ce n'est pas forcément un problème des syndicats, c'est un problème du monde du travail en général. Et quatrièmement, c'est que les institutions politico-économiques internationales étaient organisées de manière à pouvoir s'adapter aux rapports de force existants, et donc on avait un contrôle des capitaux, on avait des architectures qu'on appelait Bretton Woods,
qui permettait de mener des politiques qu'on appelait keynésiennes ou social-démocrates. Architecture internationale qui n'existe plus, qui peut être reconstruite, mais les rapports de force ne le permettent pas. Donc, je pense pour ces 4 raisons, nous ne sommes pas dans une époque où il va y avoir comme ça, miraculeusement, un changement de cap économique du tout. Ça changera le jour où la population, singulièrement le monde du travail, sera beaucoup plus mobilisée et beaucoup plus investie dans des collectifs qui représentent ses intérêts. Pour autant, il ne faut pas être pessimiste. On est dans une phase où un réveil a lieu. Depuis une dizaine d'années, les quantités de contestation s'accroissent énormément. Il y a eu les Gilets jaunes, mouvement qu'on n'aurait jamais imaginé il y a 10 ans. Les syndicats, depuis l'année passée, refont un maximum d'affiliations. On sent à l'intérieur des syndicats que ça a envie de bouger. Les partis de gauche se renforcent. Donc, on est dans une phase d'ébullition. On n'est pas encore dans la phase où le rapport de force est suffisant pour qu'il se matérialise dans un changement de politique économique. Est-ce que je peux juste repasser la parole une seconde? Aline voulait réagir à ça, comme ça. Rajouter une chose qui complexifie encore la situation, c'est pour continuer sur l'idée que j'amenais tout à l'heure que ces investisseurs institutionnels sont aussi des détenteurs de l'épargne de plein de petits épargnants. En fait, ça a un effet de capture extrêmement puissant, en fait, parce que si vous avez une faillite, des pertes importantes sur les marchés financiers, s'il n'y a pas de sauvetage des marchés financiers comme on les a vus, on a des plans de pension qui perdent énormément d'argent. On a des gens qui ont mis toute leur épargne dans des SICA ou je ne sais où et qui perdent toutes leurs économies pour les études des enfants ou je ne sais quoi. Et donc, en fait, on est coincé et pris vraiment dans ce système-là. Et ça fait qu'il y a toute une partie de la population qui n'est pas du tout impliquée là-dedans, qui n'a ni plan de pension, ni épargne, etc. Mais il y a quand même toute une partie qui en vient à défendre des intérêts qui ne sont pas les leurs, quoi. Et il est très difficile, du coup, de sortir de ça si on ne se bat pas franchement et qu'il n'y a pas une affirmation, notamment pour cette raison, de la nécessité de reconstruire la sécurité sociale, la pension par répartition, de vraiment en faire des piliers, parce que sans ça, la lutte sociale, elle est en permanence affaiblie par le discours du chaos qu'on nous sert à chaque fois qu'il y a une crise, quoi. Voilà. Damien. Je vais commencer peut-être par répondre sur la question de la conditionnalité, parce que je pense que c'est une question qui est quand même vraiment importante. Et en fait, en réfléchissant un petit peu, j'ai envie de dire que à travers le plan de relance européen, on fait à la majorité des États, ou en tout cas à ceux qui auraient pu y échapper, ce qu'on a fait de façon plus dure, sans doute, aux États qui ont dû faire des demandes d'assistance financière en bonne et due forme auprès des institutions européennes. Et donc, le plan de relance a, à mon avis, quand même comme effet de rattraper par la bande certains États membres qui n'ont pas été soumis aux injonctions très claires des institutions européennes, comme ont pu l'être certains États avec grand fracas à la suite de la crise à la fois financière et des dettes souveraines. Et donc, les institutions européennes, par exemple la DG ECFIN, économie et finances, la DG compétition, etc., ont un agenda quand même très clair par rapport à ce qu'elles souhaitent en termes d'activité économique. Et ce plan de relance est quand même un instrument important qu'elles ont désormais entre les mains pour véhiculer quand même un certain nombre d'idées ou d'objectifs. Et alors, j'ai peut-être pas été très clair tantôt quand j'ai donné l'exemple, mais les plans de relance nationaux qui sont soumis aux institutions européennes, ils font l'objet d'une évaluation de la part à la fois de la Commission et d'une validation par le Conseil des ministres. C'est-à-dire que si les conditions qui sont posées par l'Union européenne, le respect de la barrière des 37% par exemple d'investissement écologique, 20% de transition numérique, si ces différents critères, notamment aussi la prise en compte, c'est le plus important, des recommandations des institutions européennes, si tout ça n'est pas pris en compte dans les plans nationaux, eh bien, les institutions européennes peuvent refuser d'attribuer les fonds ou une partie des fonds auprès des États membres qui, par ailleurs, dans tout le processus de mise en œuvre du plan, vont devoir montrer qu'elles continuent à exécuter la ligne qui était prévue dans le plan. Donc, c'est quand même
un instrument assez puissant qui est dans les mains des institutions européennes en vue de faire avancer leur agenda, notamment de politique économique. Donc c'est pour ça qu'à côté des grandes promesses du plan de relance et aussi de ce qui peut apporter de positif en termes de mise à l'agenda de la transition écologique par exemple, il y a quand même aussi beaucoup d'autres instruments qu'il faut regarder avec un peu plus de précaution. Donc voilà pour cette question-là. Et puis alors il y a deux questions qui concernent les négociations des différents plans. Au niveau européen, je pense que c'était un des enjeux majeurs sur lesquels j'ai essayé d'insister, c'est que ce mode de financement extra-budgétaire qui est lié aux rigidités du budget européen confère aux chefs d'État et de gouvernement finalement une liberté très importante dans la manière dont ce plan va pouvoir être conçu et les objectifs qu'il va servir. Donc il y a eu l'idée de la relance a été vraiment portée dans un premier temps par Merkel et Macron. Et puis la Commission s'en est saisie pour proposer un nouveau montant et surtout des nouvelles modalités de financement. Et puis de ces différentes discussions entre exécutifs a découlé le plan tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. Mais donc, en termes notamment de contrôle démocratique, ce plan, il est quand même pas fou. Donc ça, c'est de nouveau aussi un enjeu important. Déjà, le fait de le dire et de le savoir, ça permet d'être un peu attentif aussi à qui décide du plan, quelles sont les orientations qui sont contenues dedans, et puis aussi de se poser la question de savoir comment on pourrait essayer de renforcer ce contrôle public, démocratique, citoyen aussi sur quand même un axe politique majeur de la Commission européenne et des États membres à l'heure actuelle. Et puis en ce qui concerne la répartition entre les différentes entités de la Belgique, je pense que cette question elle dit plus sur l'état de la Belgique à l'heure actuelle que sur le plan de relance en tant que tel. La seule différence c'est qu'au lieu de se demander comment on va répartir les efforts d'austérité budgétaire, on peut se poser la question de savoir comment on va répartir une nouvelle enveloppe budgétaire. Et là, de nouveau, chaque entité vient avec ses revendications, ses propres clés. Donc on reproduit, si vous voulez, au niveau interne, ce qui s'est déjà discuté au niveau européen. C'est Bruxelles demande beaucoup parce qu'elle est centrale, parce qu'il y a beaucoup de navetteurs, parce qu'elle a beaucoup de besoins en termes d'infrastructures. La Flandre veut beaucoup parce qu'elle porte l'économie belge. La Wallonie veut beaucoup parce que elle est quand même en arrière d'un point de vue économique. Maintenant, en plus, il y a eu quand même des événements au cours de l'été qui font que les besoins vraiment en termes d'investissement, de reconstruction vont être vraiment importants. Puis le fédéral va dire, ouais, mais quand même, moi j'ai une portée nationale, donc je suis au-dessus de tout ça. Et les germanophones disent, ne nous oubliez pas. Et voilà, chacun arrive avec ses différentes clés qui vont légitimer ses aspirations. On va discuter beaucoup et puis à un moment, à 4h du matin, quand tout le monde est fatigué, après quelques semaines de négociations ou qu'il faut rendre à un moment un plan aux institutions européennes, on va miraculeusement se mettre d'accord sur une clé qui va permettre à chacun de dire on a gagné ça et on n'a pas tout perdu non plus, même si on voulait un peu plus. Donc finalement, ça c'est... Ce qui est rassurant, c'est que dans toute cette nouveauté, il y a quand même certains éléments de bonne vieille politique belge qui sont quand même encore là pour nous accompagner et qui sont facilement lisibles, même s'ils sont peut-être pas nécessairement orientés sur l'efficacité économique des projets d'investissement qui sont portés. Merci pour vos réponses. Est-ce que oui, il y a encore une question là? J'avais une question peut-être plus par rapport aussi à la question du financement de la dette. Donc l'idée, tu avais dit, je simplifie un peu, mais que tout argent emprunté doit venir de quelque part et tu avais fait un peu le choix entre une taxe aux riches et un paiement par le travail. Mais en fait, j'ai l'impression quand même que l'argent peut être créé en fait, parfois de nulle part, et c'est ce qui se passe quand une banque centrale injecte de l'argent dans l'économie. Et donc ma question c'est, est-ce qu'on ne financerait pas aussi cette transition écologico-sociale, ces plans de relance par une création monétaire, comme proposé par Galgiro, donc en donnant un mandat politique à la Banque Centrale Européenne, en sortant un peu de cette obligation néolibérale ancrée dans les traités européens d'indépendance justement de la Banque Centrale Européenne. Et du coup, est-ce qu'une remise en question du paradigme de la politique monétaire ne serait pas nécessaire pour aborder tout ça, quoi? C'est juste un point qui n'a peut-être pas été abordé, je voulais avoir votre avis dessus à tous les trois. Ok. Est-ce qu'il y a encore... oui? La question qui se pose en général, c'est qu'est-ce qui... Quand il y a une dette, tout le monde dit comment on va rembourser ça. Et personne ne pense à la lutte contre la fraude fiscale. Jamais ça a été évoqué parmi vous, ni dans le monde politique. On ne parle jamais de fraude fiscale qui pourrait
rembourser tout, parce qu'il y a une trentaine de milliards par an de fraude fiscale. Hein, même si on récupère que la moitié sur 10 ans, ça fait 150 millions, 150 milliards hein, qui pourraient rembourser toutes les dettes et toutes les activités sociales et le service public serait tout à fait bien financé, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Une toute petite, moi, c'est une question d'éclaircissement pour Damien. Tu as parlé de mécanismes de financement extra-budgétaire tout à l'heure. Et si tu pouvais donner quelques exemples, je pense pas que tu vois, je peux quelque chose. Oui. Moi, c'est plus une... donc, je commence seulement mes études et je me suis déjà intéressé à l'économie un peu avant. Du coup, c'est plus une question de compréhension. Quand vous parlez du financement par l'Union européenne sur les marchés financiers, est-ce la même chose que le quantitative easing? Juste pour voir si j'ai bien compris la chose. Merci. Bonne question. Bien, ben on va refaire ça dans l'ordre. Allez, Olivier, t'as pas encore commencé? Mais je laisserai bien quelqu'un avant moi. Damien. Oui, je peux commencer. Vas-y. Je vais commencer avec la question qui m'était adressée directement concernant le financement extra-budgétaire. En fait, l'exemple, c'est le plan de relance. Donc, c'est vraiment de dire, il y a même au niveau européen des règles qui sont prévues dans les traités européens qui vont régir l'élaboration du budget avec des discussions internes et puis surtout un contrôle du Parlement et donc des élus européens. À cause en partie aussi de la volonté de contourner ces règles, de plus en plus de mécanismes, parce qu'ici en fait on ne parle que du plan de relance, mais on a évoqué tout à l'heure les plans de sauvetage, on n'a pas parlé encore du plan Juncker qui était aussi un peu un premier pas, mais déjà très franc aussi dans cette volonté de relance par l'investissement au niveau européen. Ces différents plans qui ont été mis en place au cours des 10-15 ans qui ont été écoulés, ils ne passent pas par ce circuit budgétaire classique, avec notamment surveillance aussi par le Parlement, mais ils font l'objet de beaucoup plus de discussions et de négociations entre exécutifs, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient européens. Et donc, c'est vraiment une particularité importante de ce type de plan et qui est, de mon point de vue, quand même, une source de questionnement démocratique. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair comme ça. Okay. Et alors, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, je pense que si c'était nous qui formions le gouvernement, ce serait un peu plus haut dans l'agenda politique et qu'on peut se mettre d'accord. Donc ça n'a pas été évoqué peut-être directement parmi les pistes de solutions, mais je pense qu'on peut se mettre d'accord. Mais jamais la lutte contre la fraude fiscale. Vous n'y pensez pas ou vous trouvez ça normal qu'il y ait de la fraude fiscale parce que vous la comprenez pas comme solution. Alors vous dites oui, il faudrait que les politiques conditionnent le prêt, enfin l'aide au privé, en disant voilà, on se demande aussi pourquoi ils ne le font pas. Est-ce que c'est incompétence ou est-ce que c'est incomplicité? Voilà, c'est des questions qui se posent et que personne ne répond. Moi, si je peux juste du coup défendre Aline, puisque c'est difficile pour moi d'être le relais de la parole gouvernementale, donc simplement pour dire que parmi les options qui ont été proposées, il y avait quand même des options qui vont quand même loin, notamment la réquisition de bâtiments publics, la volonté de supprimer, d'arrêter certains flux. Bon, ça peut rentrer aussi dans les catégories générales qui ont été évoquées tout à l'heure, mais de nouveau, c'est pas mon propos et je pense que ici on est plus ou moins tous d'accord avec le fait que c'est une bonne idée. Je pense que c'est oublié quoi, de le mentionner. Mais je pense pas qu'on peut dire que c'est jamais évoqué parce que c'est un sujet quand même qui revient très souvent, qui est porté par beaucoup d'associations, notamment le réseau Justice Fiscale. Enfin, il est quand même régulièrement mentionné, mais c'est vrai qu'on l'avait pas mentionné ici. Et par contre, quand je parlais de réquisition, c'était de privé. Oui, c'est ça. Voilà, pas public, puisqu'on les a déjà. Mais oui. Qui veut se lancer? Je continue? Oui. Ah, pardon. Je continue, du coup? Aline, vas-y. Déjà répondre à la question de précision sur qu'est-ce que c'est que le QE par rapport à le financement sur les marchés financiers que va faire l'Union européenne. Donc, en gros, le QE, c'est pour quantitative easing. J'ai bien compris la question.
par rapport au financement, pas le fait que l'Union européenne s'endette sur les marchés financiers, c'est moi qui me suis mal exprimé, excusez-moi, mais le fait, quand vous disiez que l'Union européenne va acheter des titres sur les marchés financiers, voilà, est-ce la même chose que l'Union européenne achète des titres sur les marchés financiers par rapport au QE, justement? Alors non, en fait, l'Union européenne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle emprunte sur les marchés financiers. Donc en fait, elle met en vente des titres. Les titres, c'est des obligations. C'est des titres qui disent l'Union européenne me doit tant à telle date et elle paiera tel intérêt. Donc en fait, elle va emprunter sur les marchés financiers, elle va collecter du capital sur les marchés financiers. Donc c'est du capital qui est là, c'est des investisseurs qui ont ce capital. Par ailleurs, le QE, c'est de la création monétaire par la Banque centrale, qui vient alimenter en fait les masses de capitaux qui tournent sur les marchés financiers. Donc il y a les emprunts sur les marchés financiers, c'est pardon, j'ai un acouphène. C'est très gênant. Donc c'est la Commission européenne qui vient emprunter du capital qui est là, et la Banque centrale, quand elle fait des QE, elle vient rajouter de l'argent sur les marchés financiers. Alors sur il y avait la question du rôle de la Banque centrale qui pourrait avoir mettre en place une création monétaire avec des objectifs écologiques et sociaux, c'était ça. Alors déjà, je voulais dire qu'il y a des campagnes qui sont en route là-dessus. Et je crois qu'il y a je suis sûre qu'il y a une journée d'action dans plusieurs villes européennes le 29 octobre. Le 29 octobre, je vérifie. Le 29 octobre, journée de mobilisation pour pour intégrer une conditionnalité dans la création monétaire des banques centrales européennes. Moi, ça me pose quand même une question, cette histoire, même si elle est importante. Ça m'en pose deux, en fait. C'est que quand on parle de création monétaire, en fait, on vient rajouter encore, alors qu'il y a déjà trop de capital qui tourne. C'est une plaie, quoi. Parce que tout ce capital qui tourne, quelles que soient les mains dans lesquelles il se trouve, presque, en fait, il cherche des débouchés, il cherche à s'investir, il cherche de la rentabilité. Et donc, s'il n'y a pas un endroit, il va trouver un autre endroit. Et c'est comme ça qu'on a ces espaces qui sont accaparés de plus en plus, qu'on a des champs de l'existence qui n'étaient pas soumis à la pression à la rentabilité et qui le sont, qu'il y a les exploitations, les accaparements de terre, etc., qui continuent parce qu'il y a trop de capital. Donc, à un moment, il faut arrêter, quoi. À un moment, il faut arrêter. Mais bon, si on parle de création monétaire, donc déjà rappeler que ce n'est pas les banques centrales qui ont le monopole de la création monétaire, c'est elles qui en créent beaucoup maintenant, mais à la base, c'est les banques commerciales qui créent la monnaie à travers le crédit. Donc on a deux endroits de création monétaire. Et le problème, c'est que ni l'une ni l'autre ne sont des organisations démocratiques, mais probablement que la Banque centrale, je ne sais pas si on peut dire laquelle est la pire, mais la Banque centrale, quand même, en termes de proximité démocratique, on n'y est pas, quoi. Et donc, pour lui imposer quelque chose, c'est pas facile. Mais la même question se pose pour les banques privées, en fait, qui octroient des crédits. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais en termes d'options, de la même façon que on avait oublié de mentionner la lutte contre la fraude fiscale, imposer aux banques de financer, d'avoir un taux de financement, je ne sais pas qu'elles aient 50% pour commencer, puis après 100% de financement estampillé vert, tout ce que vous voulez, de la même façon que les plans de relance sont estampillés vert, ça, ce n'est pas fait en fait. Parce que c'est de l'ingérence dans la gestion d'une entreprise privée. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je veux dire, les montants derrière lesquels sont les banques, pour ne citer que Belfus, la banque publique belge, alors j'ai pu regarder les chiffres depuis un moment, mais on doit être pas loin de 100 milliards de crédits, de stock de crédits. Si la direction de ces crédits change, on a quand même un impact autrement plus important que des subventions, quoi. Donc voilà, ça fait partie des autres possibilités qu'on a. Mais ça impose de reprendre la main sur des institutions qui ne sont pas démocratiques du tout et qu'on n'a pas entre les mains comme ça. Donc il faut trouver des moyens de coercition, quoi. Merci Aline. Ça va ? Ouais, c'est bon, je crois que c'est passé. Merci. Je vais aussi répondre sur la création monétaire et j'arrive pas à articuler mon intervention avec celle d'Aline. Mais c'est pas grave. C'est un truc différent, mais...
donc je pense bon, c'est illégal d'en faire aujourd'hui, mais je pense que ce serait pas forcément une mauvaise chose. Si historiquement on a interdit aux banques centrales de créer de la monnaie et de la donner à l'État, c'est parce qu'on trouvait que ça faisait de l'inflation. Et l'inflation, elle a quoi comme impact? Bon, tous les prix augmentent, donc ça veut dire que la valeur d'un salaire ou la valeur de ce qu'on a à la banque diminue. Dans un pays comme la Belgique, où il y a une indexation automatique des salaires, si les prix augmentent, les salaires suivent. Ce qui ne suit pas, ce sont les autres revenus. Par exemple, les revenus à la banque. Par exemple, les revenus locatifs, s'ils ne sont pas indexés. Et donc, faire financer une politique par de la création monétaire, ça va faire augmenter les prix. Enfin, si on augmente la masse monétaire de 2%, dans l'idéal, hein, ça ferait augmenter l'inflation de 2%, donc tous les prix augmentent de 2%. Les salaires sont indexés, donc au final, ce sont les épargnants qui paieront, ou les autres de qui les revenus ne sont pas indexés. Et c'est pour ça qu'on a interdit les politiques, enfin c'est une des raisons pour lesquelles on a interdit les politiques de création monétaire, c'était pour ne pas faire payer les épargnants qui sont fréquemment les plus fortunés. Alors, il y a deux questions qui se posent aujourd'hui si on voulait faire des politiques de création monétaire. Une première, c'est est-ce que créer de la nouvelle monnaie ferait vraiment de l'inflation? Question éminemment ardue des sciences économiques. Certains disent qu'aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup trop de cash disponible, parce que les gens mettent plein d'argent dans les fonds de pension, etc., faire de la création monétaire ne ferait pas forcément d'inflation. Et donc on pourrait y aller, quoi. Et ce serait l'argent gratos. D'autres disent non, ça va faire de l'inflation comme avant et donc il y aura le même problème. Alors se pose la deuxième question, c'est ok, bah, c'est pas trop grave de faire payer les épargnants une fois de temps en temps, si c'est pour résorber une crise. Se pose la question, est-ce que c'est tenable sur le long terme, hein? Si vous faites payer les riches qui ont des comptes en banque, bon, après un petit temps, ils s'arrangent pour sortir l'argent des comptes en banque et investir dans des actions, exiger des rendements supérieurs, placer davantage d'argent dans les paradis fiscaux. Donc, je pense sur le long terme, si on veut faire une taxe sur les épargnants ou sur les propriétaires, il y a moyen de les prendre par surprise une fois, mais il n'y a pas moyen de le faire indéfiniment. Donc, si on veut faire payer le capital, bah, à mon avis, à un moment donné, il faut le faire payer de manière franche et officielle. Et ça se règle en fonction des rapports de force existants dans la société. En tout cas, je pense que si on veut sortir de la crise actuelle par faire payer le capital, il y a plusieurs manières. Soit une taxe sur le capital ou sur les hautes fortunes, etc. Soit la création monétaire par les banques centrales et accroître l'inflation. Soit lutter contre la fraude fiscale, c'est la proposition de monsieur, parce que ce sont les revenus des capitaux qui sont investis dans les paradis fiscaux. Donc ça, ce sont toutes les trois manières de faire payer les mêmes personnes, en fait. C'est les mêmes personnes qui sont derrière. Il y a plein de leviers, hein, on pourrait inventer 10 autres manières de le faire. Mais c'est plus de la technicité qu'un changement concret dans la vie des gens. Merci. Damien. Je pense que les réponses qui ont été données étaient déjà très convaincantes, mais on peut prendre encore d'autres questions. Alors, on va faire un dernier tour de questions. Je vais peut-être donner la parole à ceux qui ne l'ont pas encore eu et je repasse près de vous tout de suite après. Je voudrais faire un commentaire sur la fraude fiscale. Mais je reviens chez vous. Oui, toi. C'est juste qu'il y a le terme vert qui est revenu assez régulièrement dans chacun de vos discours. Et je voudrais un peu savoir c'est quoi exactement en fait. Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que c'est une empreinte énergétique? Est-ce que c'est parce que, par exemple, quand on parle d'industrie de pointe verte, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que si on est en impact matériel, si on est, enfin, voilà, où est-ce que ça se situe ce vert? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est une très bonne question. Oui, au fond. Un peu pour rejoindre la question de monsieur, c'est aussi qui décide de qu'est-ce qui est vert, je veux dire. Qui décide du vert? Oui, c'est-à-dire que par exemple, je sais que, enfin, il me semble qu'en Belgique, on arrête les centrales nucléaires et on s'approvisionne en Allemagne, je pense, avec des centrales à gaz, sauf que les centrales à gaz, beaucoup plus de CO2, tandis que du nucléaire, ça fait quasiment pas de CO2. Et quand ça passe la frontière belge, ça devient vert. Allez-y, pardon. Voilà. Mais du coup, bien sûr, le nucléaire, ça peut avoir quelques désavantages. Mais du coup, voilà, qui décide de qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui n'est pas vert? Merci. Allez-y, oui. Oui, je voudrais faire un commentaire sur la fraude fiscale, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus.
on a produit il y a 3 ans un numéro spécial de Pour d'une 30aine de pages consacré à la justice fiscale, la fraude fiscale, l'évasion fiscale. Ce qui ressort de là, c'est que c'est à peu près 30 milliards par an que le budget de l'État perd par la fraude et l'évasion fiscale. Alors, on a eu pendant 12 ans Didier Reynders comme ministre des Finances. Il a énormément travaillé à convertir la fraude en évasion, c'est-à-dire à rendre légale la fraude fiscale. Après ça, on a eu Van Overveld qui a continué. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de tout à fait intéressant, c'est qu'il y a 3 ans, la Belgique a été condamnée par la Commission européenne parce qu'elle avait fait des excess profit rulings, qui est en fait de l'évasion fiscale. Et la Commission européenne exigeait que 750 millions soient restitués à la Belgique par les entreprises qui avaient bénéficié de cette évasion fiscale. Et alors, on a eu un phénomène incroyable, un ministre des Finances à qui tout à coup on dit « Ah, vous recevez 750 millions ?» Non, il est allé en appel. Et aujourd'hui, la Cour européenne de justice a donné raison à la Commission européenne, c'est-à-dire la Belgique a perdu son appel. Voilà. Je voulais juste dire, parce que Karine Wathelet, qui nous filme, est la cheville ouvrière de Pour, je ne sais pas si le numéro qu'on a produit il y a 3 ans est toujours disponible, mais il y a énormément d'informations venant de gens comme Michel Claise, Christine Mailly, des gens du Conseil supérieur des finances. C'est pour moi le dossier principal de la fraude fiscale. Mais effectivement, on essaye toujours de l'évaporer parce qu'on a transformé la fraude en évasion et l'évasion elle est légale. Merci. Oui. Oui, moi je me demandais s'il y avait des plans nationaux de relance qui étaient socialement ambitieux. Parce que si on fait les comptes, 20% de transition numérique, 37% de transition... 50% de transition climatique. C'est l'objectif belge, mais 37 oui. C'est d'accord. l'objectif minimum. Donc c'est 37, 20. Il reste 43%. C'est pas mutuellement exclusif. Hein. Il faut se rappeler. Ah, en plus. Et donc ça veut dire qu'on pourrait être à un très haut niveau social. On pourrait tout faire, hein. On peut faire 100 places. Et donc du coup, est-ce qu'il y a des plans, en fait, chez les 27 qui sont ambitieux, quoi. Et... Oui, moi je voulais un peu revenir sur la nécessité de conciliation et d'entente des politiques internationales au niveau des États. Donc je viens surtout dans la main avec ce genre de questions, justement pour la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Et voilà, on n'a pas vraiment parlé de ça, mais j'ai l'impression que si on essaie chacun de faire dans son coin, ce serait vraiment très compliqué. La coopération fiscale internationale, c'est ça, une coopération fiscale internationale ces outils qui sont évidemment fondamentaux. Est-ce qu'il y a encore une toute dernière question avant que je repasse la parole une dernière fois à nos invités? Je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour. Aline? Ouais, j'aurais fait la voix féminine ce soir, à mon grand regret. Oui, juste dire 2 choses. Donc sur est-ce qu'il y a des plans socialement justes? Moi, j'avoue, j'ai pas été regarder ce qui se dessine dans les différents pays, mais juste mentionner que pour qu'un plan ait un sens au niveau social, il faut qu'il soit redistributif. Il faut qui mettent au centre en fait les priorités qui sont des revenus décents, du logement, comment dire, des objectifs de cohésion, des objectifs d'accessibilité du sujet écologique ou en gros avoir une conception de l'écologie qui mette les enjeux sociaux au centre. Et ça, c'est pas rentable pour des investisseurs, je veux dire. Donc, s'il y a des plans qui ont un sens au niveau social, c'est des plans qui ne sont pas menés dans la logique qu'on a décrite aujourd'hui. Mais par ailleurs, pour ce qui est du vert, le vert, ça veut dire quoi? Pardon, je suis de nouveau gênée.
il me semble qu'aujourd'hui, la façon dominante d'évaluer si un investissement est vert ou pas, si une mesure est verte ou pas, c'est effectivement la mesure du CO2, des émissions de CO2. Enfin, ça a l'air d'être la mesure principale qui est utilisée. Juste dire quand même que, bon, on le sait, c'est pas forcément la même mesure, mais c'est comme ça qu'effectivement, par exemple en France, qui est le pays du nucléaire, le nucléaire, c'est vert, quoi. Donc, les déchets, on s'en fout. Donc, en fait, vert, ça veut rien dire. Ça veut dire ce que les gens qui conçoivent le verdissement décident. Et pour donner un exemple, et je terminerai par ça, du côté... Enfin, 2 exemples, je vais vous donner. Si vous regardez, par exemple, c'est quoi la ville verte l'idée de la ville verte, vous mettez ville verte, en fait, sur votre moteur de recherche sur Internet, et vous mettez le registre image. Vous regardez la ville verte, ça donne envie, quoi. C'est que du béton, avec des façades végétalisées, 3-4 arbres, et puis un espèce de tramway futuriste qui traverse le paysage, quoi. C'est ça, la ville verte. Donc le vert, c'est ça, en fait. C'est un peu des arbres, c'est un peu... Et au niveau européen, il y a eu tout un bazar sur ce qu'ils ont appelé la taxonomie. Et la taxonomie, c'est la catégorisation des différents investissements en vert, pas vert. Enfin, en gros, c'est dire si vous investissez dans ça, ça va être considéré comme un peu vert. Dans ça, ça va être super vert. Genre des panneaux solaires, des machins, ça va être super vert. Par contre, si vous faites du charbon, là, ça, c'est pas bien, c'est pas vert. Et donc, en gros, il y a toute une catégorisation des trucs. Mais en fait, au départ du départ de cette réflexion sur la taxonomie, il y avait eu une espèce de grand... je ne sais plus comment il s'appelle, c'était un ensemble international qui était composé principalement de gens qui venaient des très grosses multinationales. Il n'y a pas un de vous deux qui se rappelle, ou d'un de vous trois qui se rappelle du nom de ce truc? C'était mené par Bloomberg. C'était lui qui dirigeait le truc. C'est tous les grands fonds d'investissement. Et il y avait plein de fonds. Ouais, il y avait plein de fonds d'investissement. Ils ont décidé de ce qui était d'industries. vert ou pas vert, en gros. Et ils se sont mis ensemble et puis ils ont dit bon bah voilà, maintenant nous on va être capable de dire il faut qu'on se prenne en main et tout, on va être capable de dire qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui est pas vert, et ça a fortement influencé tout ce qui a suivi au niveau européen notamment. Et tous les projets finances vertes, etc. Au niveau européen, ils sont très influencés par ces visions-là, quoi. Donc bon, en fait, vert, ça peut pas dire grand-chose. C'est la vision dominante de ce que c'est que l'écologie. Tu as terminé? Ah oui, j'ai terminé. Merci. Un des deux. Moi, je peux y aller sur le vert. Mais très concrètement, par exemple, vous prenez une usine en Belgique, Edel, une usine qui fabrique du café. Le café qu'on vend chez Aldi. Via le plan de relance, il pourrait, je ne sais pas si cette industrie-là précisément, je ne sais pas si le café est éligible, mais acheter des machines pour produire du café en émettant 4 fois moins d'émissions polluantes. C'est ça le type de projets qui sont subventionnés par le Green Deal. Ça peut être une usine qui fabrique des tables, qui fabriquerait des tables en émettant moins de pollution et en recyclant davantage d'anciennes tables pour sa production. Ce qui en soi, moi je trouve ça très positif. Faire une transition écologique, c'est pas juste... Enfin, il faut passer par là. Soit on arrête d'utiliser des tables et de boire du café, soit on doit produire les tables et le café plus propres. Alors, il y a toute une partie des choses qu'on peut faire moins. On peut manger moins de viande. On peut prendre davantage la voiture, davantage le train et moins la voiture. Après, toute une série de choses, il faut simplement les produire de manière plus propre. Et le Green Deal va dans ce sens-là, donc je trouve ça très positif. Alors, dans le Green Deal, il y a aussi tout plein de choses qui ne sont pas liées à la production, mais qui sont des projets verts. Hein. Construire plus de pistes cyclables, des parkings vélos. C'est pas du tout capitaliste, ça, hein. Il y a une entreprise à un moment donné, elle construit la route, mais c'est pas, il y a pas un actionnaire qui empoche des dividendes directement à la construction du vélo. C'est plutôt à destination directement des gens. Alors après tout ça, je trouve ça pose, enfin il y a 2 questions qui sont sous-jacentes. Hein. Il y a qu'est-ce qui est vraiment vert? Moi je pense, avec la vision dominante, que c'est ce qui réduit la consommation de CO2. Ou si on élargit à d'autres problèmes que le problème du climat, il y a ce qui améliore la biodiversité, etc. Et en disant ça, je me pose une frange du mouvement décroissant qui dirait il faut absolument décroître le PIB. Donc ce qui est vert, c'est ce qui diminue le PIB. Je ne pense pas. Vous construisez des pistes cyclables, ça augmente le PIB, ça fait chuter les émissions de CO2. Vous investissez davantage dans les trains, ça augmente le PIB. Mais ça fait diminuer
le nombre de CO2. Alors peut-être que le PIB diminuera parce que les gens utiliseront moins la voiture. Ça, on n'en sait rien en fait. Donc je pense que le PIB n'est pas le bon critère du tout. Il faut juste s'en ficher et viser la réduction des émissions de CO2. Ça, c'est une des questions sous-jacentes à ce débat. Une autre question, c'est dans quelle mesure l'écologie est soluble dans le capitalisme. Et je pense que dans une certaine mesure, elle l'est. Et il faut pas critiquer et pour moi, il faut critiquer le capitalisme sur les points sur lesquels il est faible. Et en l'occurrence, par rapport à l'écologie, c'est pas forcément son point le plus faible. Tous les projets rentables qui permettent de verdir l'économie, le capitalisme est capable de les intégrer. Et ça passe par la réduction des émissions de CO2, la réduction de la consommation d'énergie, parce que c'est moins cher de consommer moins d'énergie. Ça passe par la réduction des déchets. Ça coûte cher de faire des déchets, en fait. Ça passe par la réduction de la consommation de l'eau. Ça, le capitalisme, il sait gérer. Après, il y a plein d'autres trucs qu'il ne sait pas gérer. L'électricité plus verte, ça coûte cher. Ça, il n'aime pas trop. Consommer moins de viande, ça, a priori, on est en train de développer des boîtes qui vendent des trucs végétariens qui font plein de profits. Le capitalisme s'est intégré. Donc, il y a toute une série de l'écologie que le capitalisme peut intégrer. Il y a toute une série qui ne peut pas le faire. Et pour ça, il faut une intervention publique, ou alors, si on va encore plus loin, il faut sortir du capitalisme. Voilà. Merci. Ok, du coup, à mon tour de me positionner sur le vert, ce qui est vert. Moi, je suis peut-être un petit peu moins optimiste qu'Olivier sur la capacité du capitalisme à intégrer cette logique verte, en sachant qu'à l'inverse aussi, tous ces projets verts, ils peuvent contribuer à assurer la transition écologique, mais on l'a dit aussi avant, à renforcer la logique capitaliste. Donc, du coup, il y a aussi de nouveaux marchés qui se créent simplement, qui vont être investis par certaines firmes, mais qui pourraient, sous prétexte, sous marqueur écologique, en fait, finalement, simplement renforcer l'ère de circulation du capital et avoir des effets notamment sociaux qui, au final, seraient tout à fait négatifs. Mais ça, c'est un vaste débat. À mon avis, ça mériterait sans doute une discussion à part entière. En ce qui concerne la question des plans de relance qui seraient ambitieux socialement, c'est clair que c'est une question qui est fondamentale et qui est vraiment importante. Par contre, en gros, il y avait quand même certains obstacles, notamment le fait que les fonds du plan de relance européen ne peuvent pas être utilisés, par exemple, pour des dépenses de financement de personnel dans les administrations, etc. Donc déjà, ça limite un peu beaucoup, ou en tout cas, ça limite certaines franges de redistribution qui pourraient être possibles à travers ce type de plan. Maintenant, c'est une question qui mériterait sans doute d'être vraiment analysée d'un point de vue empirique, comparé. Mais pour vous donner un exemple, le plan de relance belge, il fait plus de 600 pages et c'est vraiment totalement indigeste. Donc si quelqu'un ici dans la salle, ou plusieurs même, si quelqu'un a ou vous avez vraiment la patience de faire ce tableau comparé, je pense que ça vaut vraiment la peine par contre. Et des analyses vont sans doute sortir par la suite. Mais en tout cas, c'est clair que ce n'était pas la priorité première. Certains États s'en sont peut-être saisis de façon audacieuse, socialement, on peut l'espérer. Maintenant, je pense que tu as dit, le plan belge, c'est 3% de dépenses sociales. Je ne sais pas d'où venaient qui a classé ces... Du bureau du plan. Ok, le bureau du plan. Donc, c'était peut-être déjà une estimation haute en plus. Parce que la crèche comme dépense sociale, ok, dans un premier temps, mais surtout pour mieux produire par la suite. Donc, à nouveau, quelle est la finalité sous-jacente? C'est quand même quelque chose d'important. Et en ce qui concerne de nouveau, le retour à la question de la fraude fiscale, et il y avait du coup deux interventions qui se complétaient bien. Je pense que ça renvoie à la question plus générale que j'avais essayé de poser dans le cadre de mon intervention, c'est dans quelle Union européenne au sens large ce plan est mis en œuvre, et si on met en place un plan de relance mais qu'à l'inverse, on ne touche pas, voire on renforce les aspects de concurrence fiscale, de dumping social, de mise en concurrence des territoires les uns par rapport aux autres, avec l'exemple qui avait été évoqué tout à l'heure du ministre des Finances qui refuse de recevoir de l'argent qu'il avait en fait promis à des sociétés pour les attirer sur le territoire de la Belgique. Eh bien, si ces différents aspects-là ne changent pas et que le plan de relance n'est pas l'occasion d'aborder un débat plus large sur la trajectoire qu'on donne aux politiques publiques européennes, aussi à la politique monétaire, on en a quand même beaucoup parlé aujourd'hui, au final, ce sera quand même plutôt une goutte d'eau dans un océan bien plus large de politiques néolibérales, pour faire très simple, qui sont menées au niveau européen. Donc on va dire que c'est
une porte d'entrée, potentiellement avec quand même beaucoup de précautions, une bouffée d'oxygène, mais il faudra que l'Union européenne et les États membres le prouvent dans les faits, et il y a quand même des éléments qui permettent de douter un peu de ce changement radical, soudain, de trajectoire de politique économique au sens large. Voilà un peu mes différentes réponses à vos questions, très intéressantes. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les 3 intervenants pour leur disponibilité, pour voilà, le fait qu'ils aient pris le temps de répondre à toutes vos questions. Merci à vous d'être là. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un vrai débat, de se voir, de pouvoir répondre aux questions, de pouvoir préciser des questions. Je vous rappelle qu'il y aura un dossier sur le site Econosphère, peut-être sur le site Attac également, sur le site web, un dossier où on va rassembler le PowerPoint, on pourra l'y mettre, des vidéos, etc. Donc un dossier documentaire sur la soirée aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup tous les 3 et merci. À bientôt pour la suite. Merci.